L'homme vide. Je n'ai pas la prétention de me sentir quelqu'un d'extraordinaire. Tout du moins, mon caractère est parmi les plus communs. Mais il m'est arrivé une aventure tout à fait singulière, et d'où vous comprendrez l'urgence que je mets à vous la conter ici. Tout a commencé il y a de ça quelques semaines, 2 mois tout au plus. Rien à cette époque ne me semblait anormal ou déplacé, mais j'ai assez de recul maintenant pour reconnaître les signes déjà symptômes de mon mal. Je venais d'obtenir un diplôme intéressant, à la suite d'une année scolaire tout ce qu'il y a de plus banal, et j'avais décidé de me lancer dans le monde du travail. J'habitais déjà dans cet appartement modeste situé au centre-ville. Je partageais ce logement avec ma petite amie Marie, depuis un peu plus d'1 an. Marie est une fille que j'estime beaucoup. Je l'ai connue il y a plusieurs années et nous nous sommes rendus compte après des mois d'amitié forte que nous étions liés par des sentiments bien plus intenses. Amoureux, nous avions décidé de quitter nos maisons respectives et familiales pour vivre ensemble tout en continuant nos études. Cet arrangement avait plu à nos parents et il convenait à nous entretenir sous la condition de vivre modestement. Ravis, nous nous sommes mis en quête d'un logement agréable et celui-ci s'est tout de suite imposé à nous. Situé tout près de la place principale, l'entrée est précédée d'une petite cour pavée, ce qui lui donne un charme avant même d'y entrer. Il est placé au rez-de-chaussée et se compose assez simplement d'une pièce principale ouverte sur une petite cuisine. Il dispose également d'une salle de bain correcte ainsi qu'une chambre, tout ce qu'il y a d'agréable. Nous avions agencé l'intérieur nous-mêmes, pas à pas, pour en faire un endroit chaleureux et cosy où vivre heureux. Nous y étions effectivement très bien. Marie avait repris ses études de langue, elle partait le matin, passait déjeuner le midi et revenait en fin d'après-midi. Cette situation me convenait, je lui préparais son repas et passais l'après-midi à éplucher les annonces d'emploi sur Internet. Lorsque je trouvais quelque chose d'intéressant, je postulais. J'avais déjà passé quelques entretiens, mais rien de concluant. Mon courage avait peu à peu perdu de sa force et mes journées, au début dynamiques, ressemblaient de plus en plus à des vacances d'ennui. Je me levais vers midi et préparais le repas, enfin, quand il n'était pas trop tard. Il arrivait que Marie soit déjà repartie travailler. L'après-midi de recherche diminuait de plus en plus au profit de nombreuses heures de jeux vidéo, mais je me faisais violence pour arriver à saisir des entretiens d'embauche. Je ne perdais pas espoir et je souhaitais plus que tout être totalement indépendant financièrement pour la reconnaissance de mon ami, mais également celle de mes parents. Enfermé toute la journée, je sollicitais chaque soir Marie pour que l'on sorte. Et bien souvent, elle avait des devoirs scolaires et, lorsque ce n'était pas le cas, elle préférait se reposer. Bien sûr, je comprenais cette situation, mais j'aurais bien voulu avoir plus d'activités au dehors. Heureusement, nous voyions des amis régulièrement. Cela permettait de se distraire. Ils relâchaient la pression et moi je pouvais enfin m'amuser. D'ailleurs, ce soir-là, nous devions voir Bertrand et Céline. C'est un couple d'amis que nous connaissons depuis un moment déjà et nous aimons nous retrouver autour de quelques verres pour partager un bon moment. Bien que la soirée fût prévue, j'envoyais un SMS pour demander confirmation à Bertrand dans le début d'après-midi. Ne recevant pas de réponse immédiate, je m'étais dit qu'il était occupé à quelques tâches de son travail et ne fit pas plus attention. C'est le soir même, au cours de la conversation, que je ressentais un sentiment bizarre. Je lui avais demandé la motif de cette non-réponse. Au fait, tu n'as pas répondu à mon message cet après-midi. Trop overbooké? Quel message? Bah, le SMS. Tu as dû le recevoir en début d'après-midi. Fais voir. Il cherche sur son téléphone. Ah non, rien reçu, désolé. Je ne sais pas d'où me provenait ce sentiment étrange. Après tout, j'avais peut-être fait une mauvaise manipulation. Et quand bien même, ce n'est pas la première fois qu'un SMS se perd, on sait tout. Mais ce sentiment persistait, et notamment quand je ne retrouvais moi-même aucune trace du message dans mon téléphone. Cet épisode aurait été vite oublié s'il n'avait pas été suivi dès le lendemain d'un autre phénomène perturbant. Céline avait laissé la veille son écharpe chez nous. Je l'appelai alors pour la prévenir, mais lorsqu'elle décrocha, il semblait simplement qu'elle ne m'entendait pas. J'avais beau me déplacer, répéter, rappeler, expliquer encore, elle finissait invariablement par raccrocher, après avoir multiplié les « Allô, y a quelqu'un? Allô ?» J'en vins à douter sérieusement de mon téléphone et me décida à passer un appel à Marie. Surprenant, elle entendait très bien. « Allô, ma chérie, tu m'entends? » Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Eh bien, j'ai appelé Céline, tu sais, pour son écharpe, mais il semblait qu'elle n'entendait pas. Ah, eh bien rappelle.
J'ai déjà essayé plusieurs fois, figure-toi. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Déjà, le SMS hier. Et que veux-tu que j'y fasse? Bon, j'ai cours, je dois y aller. À tout à l'heure, mon cœur. À tout à l'heure, je t'aime. L'absence de réponse à mon je t'aime m'étonna. Je mis cela sous le compte de sa hâte tout en me disant que je dois trouver beaucoup d'excuses aux choses ces temps-ci. D'un autre côté, j'avais beau postuler à plusieurs offres d'emploi, je ne recevais plus d'appels pour des entretiens, mais cela m'angoissait. À son retour, je fis part de mes inquiétudes à Marie. Elle essaya de me consoler comme elle put en me parlant de la difficulté à trouver un emploi par les temps qui courent, et m'assura qu'elle rapporterait son écharpe à Céline le lendemain. Elle me fit également une remarque sur mon teint. Et regarde-toi, tu es tout pâle. Il faut que tu sortes la journée. Prends un peu le soleil. Un bon conseil. Je me jurai en me couchant de sortir en ville les prochains jours. Cela ne me ferait que du bien. Je suis sorti l'après-midi suivant, mais je n'ai pas apprécié ma promenade. Pourtant, il faisait beau. Un temps agréable pour sortir du soleil, avec ce qu'il faut de vent pour ne pas avoir trop chaud. Je suis passé dans diverses boutiques, les endroits habituels en fait. Boutiques de jeux vidéo, librairies et même quelques magasins de vêtements. Je n'ai rien acheté, ce n'était pas le but. J'ai passé une bonne partie de la journée dehors et, commençant à sentir la fatigue, je m'étais dirigé vers le chemin du retour. En rentrant, je passais devant une rue remplie de bars et je décidai d'en choisir un pour épancher ma soif. Je me dirigeais vers le Paddy Flaherty, un pub irlandais où j'aime m'arrêter à l'occasion. Je ne suis pas du tout un habitué, mais c'est un lieu agréable que j'aime conseiller à mes amis. Je me dirige donc vers le comptoir où quelqu'un attendait déjà pour être servi. Il semblait être un ami du serveur. Ils se sont mis à discuter sans faire attention à moi. Au bout de quelques minutes, je décidai de les interrompre. Excusez-moi, bonjour. Malheureusement, je ne reçus aucun signe de réponse, ni de l'un ni de l'autre. Je savais que le tenancier est un peu rustre, mais jamais je n'avais été traité de la sorte. Je renonçai rapidement, penaud, et rentrai à l'appartement. À mon arrivée, Marie ne m'adressa pas un mot. Elle était penchée sur des exercices d'anglais, apparemment très concentrés. Je ne la dérangeai pas et m'installai devant la télévision. Au bout d'une heure, ne tenant plus, je fondai sur elle pour lui voler un baiser. Sa réaction fut surprenante. Jules, tu es là depuis quand? J'étais juste là, devant la télé, ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Arrête, j'aurais entendu la télévision. Tu étais où? Mais là, juste là, sur le canapé, bon sang, c'est quoi cette manie aujourd'hui? S'ensuivit une discussion où je lui expliquai ma mésaventure du bar. Elle dit qu'elle ne comprenait pas, qu'elle était désolée, et finit par remarquer que mon teint avait encore pâli. Tu deviens transparent, c'est fou. Cette phrase résonnait dans ma tête. Tu deviens transparent, c'est fou. Ce n'était pas si fou. Je me précipitai dans la salle de bain pour constater mon état. En effet, ma peau avait pris une teinte très claire. Je pensais et j'espérais que c'était mon imagination qui apercevait dans ce miroir la serviette pendue à la porte derrière moi. Et plus étonnant encore, mes habits semblaient atteints du même mal. On distinguait réellement ce qui était derrière moi en me regardant de face. Ce n'était pas flagrant et si on me regardait, on me voyait moi. Mais ce qui m'angoissait, c'était d'imaginer ce que l'on voyait si l'on regardait dans ma direction sans savoir que j'étais là. J'appelai Marie pour qu'elle vienne constater. Elle vint, me toisa, me regarda de plusieurs angles, puis tomba finalement d'accord avec moi. On pouvait me voir au travers. Nous étions tombés d'accord ce jour-là pour attendre et voir comment les choses allaient évoluer. Peut-être comme un rhume de passage, ma situation s'arrangerait elle-même au bout de quelques jours. À vrai dire, nous ne savions pas du tout comment agir autrement. Malheureusement, au bout d'une semaine, il ne fit aucun doute que mon état ne s'arrangeait pas et au contraire empirait. J'étais devenu tout à fait translucide, de sorte qu'on ne me distinguait plus qu'à peine. Mes vêtements, phénomène plus étrange encore, étaient atteints du même mal dès que je les approchais de mon corps. Je m'explique. On voyait très bien, normalement, mes habits dans l'armoire. Et même, quand Marie s'en saisissait, ils demeuraient tout à fait visibles. Ce n'est qu'à partir du moment où je les touchais qu'ils perdaient de leur opacité, jusqu'à devenir aussi transparents que moi. Ce phénomène était très gênant car
Prenant pour référence le roman de Wells, si je devenais aussi invisible que Griffin, je n'aurais aucune opportunité de vivre à travers un costume. Et comment donc pourrais-je prouver aux gens que je suis bien présent? Cette question m'angoissait, et je pressais Marie de m'emmener voir un médecin, car même si je ne souffrais nullement, physiquement du moins, je ne voyais pas d'autre recours à mon mal. Nous décidâmes de voir le docteur Kurdijac, qui me suivait depuis plusieurs mois. Et avant de partir, je m'inquiétais du regard des gens. Nous devions traverser le centre-ville à pied, et j'angoissais à imaginer la réaction des passants face à un homme translucide. Marie plaisanta pour me rassurer. Enfin, ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance et vu ton état, personne ne te remarquera. Et, oh malheur, elle avait raison. Nous sortîmes, commençâmes à marcher, et personne ne semblait se soucier de moi. Je regardais tout le monde dans les yeux, je me demandais pourquoi personne ne me remarquait. Peut-être étais-je devenu totalement invisible. Je fis part de mes angoisses à Marie, qui, pour me rassurer, me prit par la main. C'est seulement à partir de ce moment que les gens commencèrent à regarder vers nous. Mais pas comme je l'imaginais. Au lieu de s'interroger sur la présence d'un homme transparent, ils fixaient Marie. Les gens ne me voyaient pas, j'en étais convaincu. Ils semblaient simplement se demander pourquoi une fille faisait mine d'être accompagnée. J'étais inconsolable. Marie parlait pour me réconforter, mais la vue de tous ces passants qui la fixaient m'angoissait toujours plus. Et tout à coup, n'en pouvant plus, je criais « Regardez-moi, mais je suis là, devant vous! Cette fille n'est pas seule !» Alors tout le monde dans la rue eut un petit sursaut avant de chercher d'où venait cette voix. Ils se regardaient entre eux et n'eurent aucun regard pour moi. Marie m'interpella. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Je ne dis plus rien durant le reste de cet horrible voyage et hâtai le pas vers le cabinet médical, tremblant de peur. Le docteur nous reçut à l'heure et je lui tendis ma main en lui faisant part de mon soulagement. Mais il se tourna vers Marie. « Bonjour mademoiselle, comment allez-vous ? » « Je vais bien, merci. Je ne vois pas votre ami. N'est-ce pas pour lui que vous venez ? » Eh bien, justement, c'est le problème. Voyez-vous, Jules se tient juste ici, à côté de moi et en face de vous. Il regarda dans ma direction en fronçant les sourcils, avant de reculer d'un bond, les yeux écarquillés. « Jules, c'est vous, mon Dieu, mais que vous est-il arrivé ?»« Eh bien, justement, docteur, je comptais sur vous pour m'éclairer. » Je lui expliquai que ceci était arrivé comme ça, sans raison apparente, et je lui demandai s'il avait déjà entendu parler d'un cas similaire au mien. Sa réponse fut négative, comme je le craignais. Il me fit enlever mes vêtements avant de m'ausculter et s'étonna de voir mes habits reprendre un aspect normal. Il me fit les tests classiques de respiration, me mesura, me pesa et essaya même d'étudier ma gorge sans succès, malgré sa lampe de poche. Il conclut assez vite que j'avais l'air en bonne santé, mis à part une légère perte de poids qu'il attribua au stress de ma situation. Il réfléchit un moment. « Bon, je vais en parler au CHU, vous irez passer des tests médicaux approfondis. » « Vous n'avez donc aucune idée de ce qui m'arrive ? Eh bien, peut-être qu'avec des études plus poussées, nous trouverons une piste. Venez mardi prochain à l'hôpital Trousseau. Je vous y attendrai à 16 h. Il nous raccompagna à la sortie, avec en guise d'ordonnance un sourire gêné et une promesse de rendez-vous avec des spécialistes. Nous rentrâmes à l'appartement sans dire un mot. Marie était en cours. De nouveau seul à l'appartement, je m'ennuyais ferme. J'ai décidé de mettre ce temps à profit et allumer mon ordinateur dans le but de poursuivre ma recherche d'emploi. Après tout, les spécialistes trouveront bien une solution, et quand bien même, nous savons tous qu'on ne peut pas vivre sans emploi. Je commençai par vérifier mes mails, rien de particulier, des publicités comme toujours, mais aucune nouvelle d'entreprise sollicitée. Je décidai alors de faire le tour des sites web d'offres d'embauche, comme d'habitude. Et alors que je repérais une annonce intéressante, je fus surpris par un nouveau phénomène. Mon clavier ne répondait plus. « Diable !» me dis-je, « mais qu'est-ce encore que ça ?» Je me méfiais cette fois. Encore le téléphone, d'accord, mais l'ordinateur maintenant ? Ce n'était pas un ordinateur récent, mais il ne m'avait jamais fait défaut auparavant. J'insistai un moment, sans succès. Je fus tenté d'appeler Marie à l'aide, mais je ne voulais pas l'embêter encore avec mes affaires. Je décidai de prendre un livre et de l'attendre gentiment sur le canapé. Elle revint en fin d'après-midi, comme prévu, m'interrogea sur mes activités de la journée. Je ne lui parlais pas de mon aventure électronique, mais je l'invitai à vérifier ses mails.
Je voulais savoir si elle rencontrerait les mêmes problèmes que moi. Et il n'en fut rien. Elle n'eut aucun souci. Je blêmis. Ça ne se vit pas. Nous avons ensuite décidé de préparer un bon repas parce que, comme elle dit, Ça nous ferait du bien de partager quelque chose avec toutes ces histoires. j'étais d'accord. Après avoir passé la journée allongée, je n'étais pas contre une activité manuelle. Seulement, tout ne se déroula pas comme prévu. Alors que je m'employais à préparer une sauce au poivre, le récipient me tomba des mains sans que je ne comprenne pourquoi. Marie ne manqua pas de me gronder, je lui promis de faire plus attention tout en m'interrogeant sur cette maladresse nouvelle. Je réparais mon accident, nous finîmes la préparation sans encombre et nous nous mîmes à table. Le dîner était vraiment réussi, alors je décidai d'ouvrir une bouteille de vin pour accompagner le repas. J'allais chercher la bouteille dans l'étagère du salon et me diriger vers la table avec un sourire, quand soudain la bouteille m'échappa des mains. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Déjà la sauce, maintenant le vin. Marie se montra compréhensive. Jules. Pardon, je ne comprends pas, pourtant je la tenais bien. Bon, mon chéri, ne t'en fais pas. Je vais nettoyer ça. Va donc te coucher, tu es sans doute fatigué. Je te rejoins vite. Merci, je suis désolé. Fatigué, moi? J'avais passé la journée allongée à ne rien faire, ça ne tenait pas debout. Je suis sûr qu'elle en était consciente. Je passais par la salle de bain et allais m'allonger. J'ai eu du mal à trouver le sommeil, mais une fois endormi, je passais une nuit agréable. Le lendemain matin, c'est Marie qui me réveilla. Jules, tu as mal dormi? Non, au contraire, je me suis bien reposé. Ah oui? Mais pourquoi es-tu complètement nu et au-dessus des draps? Hein? Mais c'est vrai, je ne sais pas du tout. J'étais effectivement nu, allongé sur le lit, la couette en dessous de moi, transparent, comme si je n'étais pas là. Rien ne témoignait de ma présence, sinon les reflets de lumière que l'on pouvait encore distinguer sur la surface de mon corps. Je m'interrogeais un moment, tandis que Marie se levait prendre son petit déjeuner. Puis, ne trouvant aucune réponse satisfaisante, je m'habillai et la rejoignis. Quand j'arrivai dans la cuisine, elle s'arrêta de manger et me regarda avec de grands yeux. Je me demandais ce qui lui prenait, avant de constater qu'elle ne me fixait pas moi directement, mais plutôt mes pieds. Je baissai alors les yeux et vis les vêtements que je venais d'enfiler, gisant sur le sol. Cet épisode est encore récent aujourd'hui. J'ai compris alors que ce n'était pas seulement mon apparence qui disparaissait, mais mon moi tout entier. Mes difficultés à me faire entendre, mes problèmes physiques, les objets qui m'échappent, les vêtements qui passent à travers mon corps. À partir de ce moment-là, ma condition s'est mise à empirer très rapidement. Je n'ai plus de voix, on ne m'aperçoit qu'avec une lumière forte, dirigée en biais, de manière à faire apparaître les reflets. Je n'ai vu personne ces derniers jours, si ce n'est Marie. Je n'ai eu aucune nouvelle, ni d'employeur, ni de mes amis, même pas de mes parents. J'ai essayé de les contacter hier, ça a été très difficile pour moi de saisir le téléphone. Je dois à présent me concentrer très fort pour toucher un objet. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à composer la totalité du numéro. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de demander de l'aide à Marie, mais il semble que même elle éprouve de plus en plus de mal à m'entendre. Je ne peux plus la toucher, en tout cas, quand j'essaie, elle n'y tient pas. Elle me dit ressentir de forts picotements désagréables et s'écarte brusquement. Depuis hier, je communique avec elle en lui laissant des petits mots. J'arrive encore à tenir un crayon et c'est à peu près tout. Je ne mange ni ne bois plus. J'ai trop peur de voir la nourriture passer à travers moi comme dans les films de fantômes. Le rendez-vous donné par le docteur Kurdijak est prévu pour demain à 16 heures. Et vu la cadence à laquelle mon état se détériore, j'ai voulu laisser un témoignage que les spécialistes pourront étudier. Peut-être que ça aidera à ma guérison. J'ai de plus en plus de mal à tenir ce crayon. Marie ne m'a pas adressé la parole depuis hier soir. Je lui ai laissé un post-it marqué « Je t'aime, ne l'oublie pas ». Ce matin, elle est partie sans dire mot. Je ne sais même pas si elle y a fait attention. J'en arrive au bout de mon histoire. J'espère que les médecins trouveront une solution à mon mal. J'ai toujours espoir de trouver un emploi avant Noël. Aussi, quand j'irai mieux, j'aimerais emmener Marie en voyage à Paris. Après tout, elle a été mon seul soutien dans cette aventure.
et je tiens à lui témoigner ma reconnaissance. Mon crayon échappe de plus en plus à mes doigts vides. J'arrête là mon récit. Je pense le reprendre après ma guérison en témoignage pour ceux qui seraient atteints du même mal.